Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue aux rencontres de l'Union qui ont été digitalisées pour les raisons qu'on commence à connaître tous maintenant aujourd'hui. Alors, la rencontre de ce soir portera sur un thème et un enjeu majeur de la législature, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qu'on va prononcer par son anagramme EVRAS, et à l'approche du 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes, ce sera l'occasion de se pencher sur la dimension particulière que revêt cette éducation pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et pour discuter de tout ça avec nous, la ministre présidente de la COCOF, Barbara Tract, que j'accueille ici, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, et qui est évidemment au cœur du processus d'élaboration de cette généralisation de l'EVRAS à tous les élèves francophones. Alors, comme d'habitude, cette rencontre commencera par une heure d'échange avec Barbara Tract, et vous aurez ensuite l'occasion de poser vos questions dans le chat, questions auxquelles la ministre-présidente Barbara Tract répondra. Donc, je vais me permettre de présenter notre invité de ce soir. Donc, bonsoir Barbara, donc ministre-présidente de la COCOF, je l'ai dit. Alors la COCOF, évidemment, c'est une des institutions les plus obscures ou les plus méconnues de nos institutions très complexes en Belgique. Donc je rappelle que c'est la commission communautaire française qui assure et qui a pour rôle du coup d'assurer au sein de la région bruxelloise les compétences communautaires qui relèvent de la communauté française au sud du pays. Très, très complexe. Et donc, tu es la ministre-présidente du collège de cette COCOF et tu es donc en charge de la promotion de la santé, et l'EVRAS s'inscrit évidemment également dans cette dimension-là, de la famille, du budget, on verra que c'est évidemment aussi un enjeu important, et de la fonction publique. Tu es par ailleurs secrétaire d'État bruxelloise, tu es en charge de la transition économique, qui sera aussi, c'est pas l'enjeu de ce soir, mais c'est sans doute l'enjeu des prochaines semaines, et de la recherche scientifique, qui a quand même aussi un impact pour l'Université libre de Bruxelles ici. Et ces compétences se sont déléguées par le ministre Alain Marron. Oui. Alors, on est ici à l'Union des Anciens, à la Maison des Anciens, et on accueille une ancienne. Donc, tu es diplômée en droit de notre alma mater et tu es également porteuse d'un DES en droit international. Alors, dans les différentes recherches sur ce qu'on pouvait apprendre de toi et qu'on retrouve sur Internet, on apprend que tu es accro au chant et au piano, mais par contre, on n'apprend pas grand-chose sur ton parcours à l'ULB. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que tu as vécu tes études et comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui, ministre-présidente de la COCOF? Peut-être pour préciser, ça va être un petit peu étrange comme début d'interview à l'Union des anciens étudiants de l'ULB, c'est qu'effectivement, je suis licenciée en droit de l'ULB, mais j'ai commencé mes études pas à l'ULB, mais à Saint-Louis. Personne n'est parfait. Voilà. Donc j'ai fait un parcours un petit peu hybride. Et puis j'ai fait le choix à la fin de mes candidatures à Saint-Louis de rester à Bruxelles et d'aller à l'ULB, qui pour moi a signifié, et c'est pas un jeu de mots, la liberté en fait, l'ouverture au monde, à l'engagement, des rencontres d'énormément de gens. Donc Saint-Louis, donc à l'époque c'était bachelier et licence, donc c'était 2 ans puis 3 ans. C'était bien, c'était très encadré, ça me rassurait à l'entame de mes études d'être dans un cadre très encadré. Et puis l'arrivée à l'ULB, là c'est l'ouverture, la rencontre de beaucoup de gens, tellement d'occasions de faire autre chose que d'aller au cours. Et puis l'engagement très fort. Je me suis engagée très vite auprès de l'équipe du BEA Interfac de l'époque. Tout de suite en arrivant à l'ULB, et du groupe Écolo ULB aussi. Voilà. Donc c'est aussi un peu là qu'a commencé mon engagement politique. J'étais aussi, j'ai toujours été très affectée ou très intéressée par ce qui se passait au niveau local, donc à Schaerbeek où j'habite depuis toujours aussi. Et donc mon engagement politique au sens strict, parce que la politique m'a toujours un peu intéressée, mon engagement a commencé ici à l'ULB. Et puis DES en droit international, qui a été sans doute une des années les plus épanouissantes sur le plan intellectuel de ma vie. Et du coup, après ces études de droit, comment s'est passée ton insertion professionnelle? Parce que tu n'as pas débuté la politique directement. Non.
J'ai d'abord été engagée à FEDASIL, donc à l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, un peu dans la droite ligne du DES que je venais de terminer. J'y ai travaillé 1 an et puis j'ai commencé le barreau. Voilà, quand on est juriste, c'est quand même souvent un passage obligé. En fait, c'est un peu aussi une suite de formation. Hein. C'est 3 ans où on continue d'apprendre, où on continue à se former, où on ne gagne pas beaucoup sa vie. Mais voilà, c'est un stage, donc c'est une forme d'investissement aussi dans le futur. Et puis la fin de mon stage a coïncidé avec les élections de 2009 où j'ai été élue. Et donc voilà, j'ai été élue en 2009 au Parlement bruxellois et j'ai été choisie dans le groupe écolo pour siéger au Parlement de la Communauté française, où j'ai siégé pendant 10 ans hein, dans ces 2 parlements. Et puis voilà, puis depuis 2019, j'ai été choisie aussi pour devenir secrétaire d'État. Et quand tu étais avocate, quelles étaient tes matières préférentielles? Tu étais dans le droit d'asile ou tu as complètement viré après Non, c'était en fait globalement depuis les grandes grèves dans l'enseignement dans les années 90. Les questions politiques m'intéressent. Pourquoi la communauté française? Pourquoi on a si peu d'argent? Pourquoi on va virer autant de profs? Enfin, toutes ces questions-là. Comment on prend des décisions en Belgique? Quel est le processus décisionnel? Tout ça, ça m'intéressait sans que je le nomme vraiment quand j'étais dans le secondaire. Et donc, si j'ai commencé le droit, c'est parce que le droit public, je ne savais pas que c'était ça, mais c'était ça qui m'intéressait. Le droit public et les droits de l'homme. Hein, mes premiers engagements, c'était Amnesty International, de toutes ces questions-là politiques. En fait, c'était des questions politiques très concrètes. C'est vraiment la politique au sens strict. Et donc, c'était le droit public qui m'intéressait. Et quand j'étais avocate, je faisais du droit public et administratif. Donc, c'est quand même un parcours assez attendu. Oui, assez cohérent à partir du moment où on a envie de s'investir en politique et donc effectivement avec des responsabilités à presque tous les étages. Il ne te manque plus que le fédéral. Et tu as fait les différents étages de la lasagne institutionnelle belge. Alors, en tant que ministre-présidente de la COCOF, tu as donc cette compétence de promotion de la santé et dans laquelle l'EVRAS va s'inscrire aujourd'hui. En fait, la question de la mise sur pied d'une véritable éducation au stade de l'EVRAS, donc de la vie relationnelle, affective, sexuelle, ce n'est pas une revendication nouvelle. Ça fait des décennies que les acteurs de terrain demandent une globalisation de sa mise en œuvre, que ce soit encadré, parce que jusqu'à présent, voilà, on a été interpellés, nous, en organisant cette rencontre par des acteurs de terrain qui disent ben, les VRAS, ça existe déjà ici, on sous-entendrait presque qu'on découvre et que c'est créé, donc c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, mais qui aujourd'hui est quand même réalisé de manière assez disparate par des acteurs très différents. On a vu par moment, il y a eu un certain nombre, on ne va pas exagérer non plus le nom, mais il y a eu des abus, où il y a eu des situations tout à fait problématiques à ce niveau-là. Alors, il y a eu 2 grands freins historiquement qu'on peut nommer. Hein. Il y a eu une réticence idéologique de la part du pilier catholique de manière générale au nom de la liberté d'enseignement, de volonté de ne pas aborder certains sujets au niveau de l'éducation. Et puis, il y a la question évidemment budgétaire, parce qu'on sait que l'éducation, de manière générale, ça coûte. Et comme tu l'as dit en parlant des grèves des enseignants et du financement, et malheureusement du financement de l'éducation, n'est pas toujours au niveau auquel on souhaiterait qu'il soit. Alors, dans le même temps, et paradoxalement presque, on considère que dès qu'il y a un problème de société, hein, notamment les violences faites aux femmes, la question du harcèlement, la question des... on brandit les bras en disant, on a l'impression que dans la société, et c'est souvent sincère comme discours, l'éducation peut changer les choses, on va changer, il y a du terrorisme, on va mettre un cours d'éducation à la citoyenneté, donc voilà, on renvoie la patate chaude à l'école, et en même temps, pour l'instant, avant cette législature-ci, en tout cas les intentions qui sont mises sur pied, on n'a pas eu de généralisation effective de l'EVRAS. Alors du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qui a changé par rapport aux années de frein et cette décision qui finalement fait que on va avancer de manière effective? Je pense, à la base, on peut avoir 2 approches.
soit on se dit qu'on intègre l'EVRAS, qui est plus qu'une question biologique, donc c'est vraiment éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, donc c'est beaucoup plus large que uniquement la question de savoir la reproduction, qui est normalement, me semble-t-il, dans les programmes inscrits dans les programmes de biologie, par exemple. On pourrait dire qu'on intègre ça dans un cours, comme la reproduction dans le cours de biologie. Ou bien on prend l'option de dire, en fait, parce que ça touche à des questions intimes, parce que quand même les enseignants ont avec leurs élèves une forme de relation d'autorité, et que c'est bien de sortir aussi les élèves du cadre habituel des cours pour parler de ce genre de questions. C'est la deuxième option qui a été choisie. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des animateurs extérieurs. Parfois, c'est le PMS ou les PSE, donc ce ne sont pas des animateurs complètement extérieurs à l'école, mais enfin, ce n'est pas le prof. Oui, ce n'est pas le titulaire de la classe. Soit ce sont les plannings, et c'est là que la COCOF intervient, soit ce sont des associations qui viennent faire des animations à l'école et qui rompent avec le fonctionnement habituel d'une classe et les intervenants habituels d'une classe, de tout âge, parce que les bras, ça peut... c'est de plus en plus de tout âge, c'est pas uniquement... on ne dit pas uniquement, tiens, à 12 ans, entre 12 et 14 ou 16, c'est le moment de le faire. Non, il peut y avoir des animations aussi pour les tout petits. C'est même essentiel. Oui, bien sûr, le plus tôt possible. Avec les termes appropriés, etc. Donc, c'est ça l'option qui est choisie. Alors, évidemment, avec la liberté d'enseignement, etc., les écoles peuvent un petit peu choisir quel va être l'intervenant qui va effectuer les animations EVRAS dans l'école et en quelle année, etc. Mais donc, tout ça, c'est très disparate. C'est financé dans la plupart des cas, donc ça n'est pas un frein. Je veux dire, cette question-là n'est pas un frein, mais c'est très disparate. Et donc, on n'est pas du tout sûr, en fait, même on est sûr. On est sûr du contraire. On est sûr du contraire, c'est ça, que tous les élèves en bénéficient. Oui, les chiffres ici, pour l'instant, on estime que c'est à Bruxelles, en tout cas, 15% des élèves. Mais, donc, on le sait parce que nous avons demandé à avoir un cadastre. Donc, la première étape, c'était celle-là. C'était de savoir ce qui se fait. On aimerait bien, donc on a mis en place, c'est pas moi, c'est mon prédécesseur, une base de données où les écoles introduisent de tous les réseaux confondus, etc., quand il y a une animation EVRAS chez eux. Et donc, aujourd'hui, on peut venir avec ce chiffre. Au moins, c'est clair. Je veux dire, il y a du travail, ça c'est clair, c'est pas assez, mais au moins, les choses sont beaucoup plus claires qu'avant. Donc, la première étape, ça a été celle-là, objectiver la situation. Alors, les étapes suivantes, ça va être... on identifie les acteurs. Alors, il va falloir, c'est l'étape suivante et c'est celle qui va avoir lieu cette législature-ci, labelliser les acteurs parce qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de dérives. Je ne sais pas si elles ont été vraiment nombreuses. Je pense que ce n'est sans doute pas le cas. Voilà. Mais n'empêche qu'elles n'étaient pas acceptables. Et donc, des animations qui ont pu... il y a eu des animations dans des écoles, singulièrement dans des écoles du libre catholique qui ne correspondaient pas à ce qu'est l'EVRAS. Donc là, il va falloir labelliser les acteurs. Donc ça, c'est un travail qui va avoir lieu, qui sera d'ailleurs, qui relève de la responsabilité de la ministre Désir. On va mettre en place un cadre de référence aussi, savoir qu'est-ce qui peut... c'est quoi en fait l'EVRAS? C'est des bonnes définitions de l'EVRAS. Qu'est-ce que ça veut dire parler de l'EVRAS à un élève parler d'EVRAS, parler d'égalité, parler de consentement, parler du fait que chacun est maître de son propre corps, qu'il faut aussi respecter les désirs des autres, enfin, oui, de parler d'égalité, de parler de féminisme, etc. On va aussi... on a décidé de faire un catalogue d'outils. Il vient juste de sortir, donc je l'ai amené pour faire de la publicité. Donc on a fait un catalogue avec tous les outils. Ça vient de sortir. Avec tous les outils en fonction des âges. Donc on est en train, si vous voulez, de mettre de l'ordre. C'est vraiment l'idée de donner un contenu rigoureux, comme n'importe quel cours, avec quand même des références et des outils à disposition des animateurs, sans les attendus pédagogiques de compétences nécessaires ou d'évaluation. Mais il y a cette dynamique de vouloir l'encadrer
de manière précise. Oui, de savoir ce qu'on attend des animateurs et ce qui doit être transmis, sachant qu'on est aussi dans des pédagogies qui, en principe, les animations Evras, elles vont aussi elles vont être plus sous forme de pédagogie active, je dirais. Oui. C'est-à-dire que le but, c'est pas de transmettre c'est pas comme le cours de biologie où on va parler de la reproduction et où on va dire il y a les organes, il y a ci, il y a ça. Ici, normalement, l'animateur va essayer de susciter auprès des élèves présents des questions, de les inviter à réfléchir à des sujets, mais en parlant de leur vécu, en partant de leur vécu, plutôt qu'en venant avec un enseignement préconçu et une même animation. Effectivement. Mais donc, et dans ces outils, et il y a la question de la méthode, évidemment. Enfin, il y a les objectifs qu'on veut atteindre, et il y a la méthode avec laquelle on souhaite les atteindre. Ça a été élaboré avec quel partenaire, ce cadre de référence Et donc, ce qu'on a décidé de faire avec mes collègues de la région Wallonne et de la communauté française, donc avec Christine Montréal et Caroline Désir, et aussi avec Bénédicte Linard, ministre des Droits des Femmes à la communauté française, c'est de travailler un plan beaucoup plus large de lutte contre les violences faites aux femmes. Et un des aspects très importants de ce plan, donc un des pans de ce plan, c'est la prévention. Et dans la prévention, l'EVRAS est une clé ou un des éléments majeurs. Mais donc on prend toutes nos responsabilités dans ce plan et on articule chacune nos compétences pour que ce soit cohérent au niveau de l'ensemble de la communauté française. Et donc chacune d'entre nous va, avec les compétences qui sont les siennes, soit travailler à la labellisation, là ce sera plutôt du côté de la communauté française, soit travailler au guide. Le guide ici, il se trouve que l'année dernière, j'ai pu dégager à la COCOF des budgets exceptionnels pour l'EVRAS. Eh bien, ce guide, on a pu le financer pour ça, mais c'est un guide qui sera utilisé en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et j'imagine que dans les années qui viennent, les initiatives que Christine Montréal ou Caroline Désir prendront seront aussi bénéfiques. Donc, on prend on a fait la liste de tout ce qu'on doit faire. On a une liste de priorités, un grand nombre de priorités. Il y en a 7 ou 8 qui concernent les bras et on se les est répartis. Mais donc, on sent ici que les astres sont alignés à ce niveau-là et qu'il y a une dynamique cohérente. C'était une de mes questions par rapport au rythme auquel on peut mettre en place ces différentes mesures et ce projet ambitieux. On pointe souvent en Belgique la lasagne institutionnelle comme un frein au fait d'arriver à mettre des politiques cohérentes en place assez rapidement. Est-ce qu'ici, finalement, en termes de rythme, on arrivera à avoir rapidement ce pourcentage d'élèves qui ont accès à l'EVRAS? Quels objectifs vous vous êtes fixés et dans quel calendrier? On est volontariste. Et c'est pour ça qu'on a commencé la législature en faisant ce plan et en se disant... j'ai eu cette chance, tout au début de la législature, de dégager des budgets plus importants pour l'EVRAS et on s'est dit, on ne va pas garder ça pour nous. Et donc, on le partage et on travaille de concert et chaque pas qui est fait à un niveau de pouvoir permet aux autres d'avancer. Alors, je ne dis pas ça pour dire... pour excuser le fait que... Toutes les majorités ne fonctionnent pas aussi bien que ça. Oui. Et c'est bien que les majorités soient quasiment identiques aux différents niveaux de pouvoir, ça permet d'avancer aussi. Et là, on a une volonté claire d'avancer. Et donc, ça va avancer. Ce qui rend les choses difficiles, c'était peut-être pas tant, je pense, les différents niveaux de pouvoir, qu'effectivement, ce choix de dire que ce sont des intervenants extérieurs qui viennent à l'école, parce qu'effectivement, il fallait du coup faire un travail pour les cadastrer, pour les former, pour avoir des outils de référence. Et puis, on va identifier, c'est ça qu'on est en train de faire, combien ça va nous coûter en fait. Donc, si on continue de le faire comme on le fait aujourd'hui et qu'on extrapole, puisqu'on sait qu'on touche aujourd'hui 15% à Bruxelles, combien ça nous coûterait de toucher tout le monde? Et toucher tout le monde une fois. Oui, alors qu'on sait que ça pourrait être plus intéressant en cours de formation. Et de devenir plusieurs fois dans les écoles, de voir les enfants à des âges différents. Et donc là, on a commandité une étude, à l'ULB d'ailleurs, en économie de la santé, c'est comme ça qu'on dit, pour évaluer combien ça nous coûterait de faire cette généralisation.
les résultats sont attendus en avril, donc on saura. Donc, c'est un pas complémentaire. Et là, on saura combien ça va nous coûter. Et donc là, il faudra que je discute évidemment avec l'ensemble du collège de la COCOF pour voir s'ils sont d'accord de consacrer ce budget-là. Il faudra aussi qu'on voit ce que ça coûte, c'est-à-dire il y a la question budgétaire, mais il y a aussi, si on est aujourd'hui à 15% avec les plannings qu'on finance pour le faire, est-ce qu'ils sont capables de monter à 100%? Il y a plein de questions connexes et qui ne sont pas uniquement des questions budgétaires, mais au moins on pourra se mettre des objectifs et avancer concrètement vers une augmentation. Est-ce qu'on arrivera à la généralisation d'ici la fin de la législature? Je l'espère, mais je pense que ce serait vraiment très, très ambitieux. Oui, j'imagine qu'évidemment, la pandémie n'a pas permis d'accélérer particulièrement ce dossier-là non plus. Non, non, en effet, donc c'est clair. Surtout que dans ce type d'animation, c'est bien d'être présent. Enfin, oui, vraiment pour les élèves. À distance, c'est plus compliqué, évidemment. Mais la Fédération laïque des centres de planning familial a mis en place des outils et des animations par visioconférence ou des animations numériques. C'était d'ailleurs, ils font un colloque chaque année, voilà, et ils ont consacré leur colloque qui était en septembre 2020 à ces nouveaux outils. Donc on a aussi financé et essayé de soutenir le fait que ça puisse continuer en dépit des circonstances. C'était sans doute d'autant plus important qu'on a pu constater une augmentation des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes en particulier, du fait du confinement et de la pandémie, de ne pas finalement abandonner cet enjeu qui était quand même extrêmement important. Je vais du coup te poser la question. On parlait de la formation. On dit bon, ben voilà, on a un cadastre. L'objectif maintenant, c'est on va labelliser. Mais bon, j'imagine que le label sera aussi lié à la formation des animateurs qui viendraient dans les écoles. Est-ce que vous comptez instaurer une formation à la neutralité comme les enseignants doivent la suivre pendant 20 heures pour pouvoir donner cours, en tout cas dans l'enseignement officiel? Est-ce que c'est quelque chose qui semble important en termes de valeur pour cette formation-là, ou est-ce que ça n'est pas considéré comme étant pertinent? C'est une bonne question. Donc à ce stade, comme on n'est pas dans l'enseignement, ce qui est important, c'est d'être loyal à l'EVRAS. Oui, donc je veux dire, et donc à l'émancipation, de donner aux élèves la confiance en eux-mêmes, de ne pas leur imposer des comportements. Je veux dire, les dérives qu'il y a pu avoir dans le cadre de l'EVRAS actuel témoignent du fait que c'est absolument nécessaire de le garantir. Je ne sais pas si je dois donner des exemples parce que c'était très moche ce qu'on a entendu. Discriminatoire. Oui, et irrespectueux, notamment de la question du consentement des jeunes filles et des femmes, où ça n'allait pas du tout. Je veux dire, donc on doit avoir un contrôle là-dessus, c'est sûr. Est-ce que ça va jusqu'à imposer une question de la neutralité? Je ne suis pas sûre parce qu'en fait, on est plus dans des intervenants extérieurs ou associatifs. Maintenant, on doit avoir un contrôle sur ce qu'ils disent. Enfin, pas 24 heures sur 24, comme sur les contenus, mais oui, donc c'est ce qu'on est en train de faire, en les arrêtant, en faisant des catalogues, donc sur la question de la formation, on est en train de travailler une base de formation. On n'est pas encore suffisamment loin, donc ça fait partie de la liste des choses sur lesquelles on doit travailler. Mais la question, ça va être celle de l'émancipation et du respect des jeunes et des enfants auxquels on s'adresse. Oui, effectivement, en fait, cette question vient parce que le décret neutralité de l'enseignement vise précisément ces mêmes principes-là, en disant que ce qui est important, c'est l'autonomie de l'élève et le fait de lui apprendre, finalement, sans trop influencer sur ses propres choix, que les enseignants ne fassent pas de prosélytisme. Ça pourrait être aussi évidemment applicable à des intervenants extérieurs, de ne pas amener des intervenants extérieurs qui font du prosélytisme, quel qu'il soit. Donc voilà, c'était un élément qui semblait pertinent dans le caractère même de labellisation, en disant à partir du moment où on est loyal à l'EVRAS et à l'émancipation des élèves, ça ne devrait pas poser de problème non plus.
Mais du coup, dans cette niveau, dans cette question-là, euh, on parlait donc du fait de l'étalement des compétences, de la pandémie, enfin, qu'il y avait un certain nombre de freins. Est-ce que en interne, enfin pas en interne, j'utilise pas le bon terme, mais est-ce que pour les acteurs de terrain qui font déjà de l'EVRAS, est-ce que vous sentez plutôt des encouragements ou est-ce que il y a des réticences? Est-ce que les intervenants actuels, parce que quand je parlais des parties prenantes, tu as cité Caroline Désir et Christy Montréal en disant ben, on se répartit les tâches. Est-ce que les acteurs de terrain sont partie prenante du processus aussi? Oui, 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 bien sûr. Et la Fédération laïque des centres de planning familial est un intervenant pour nous, parce que bon, avec mes compétences, c'est l'intervenant enfin, c'est mon interlocuteur sur la question de l'EBRAS. Bien sûr, on construit ça étroitement avec eux et l'autre fédération également aussi. Bon, on est dans un contexte très particulier en termes de retour de terrain, puisque, en tout cas pour les écoles secondaires, voilà, pour l'instant, c'est très compliqué. Voilà. Mais oui, bien sûr, en lien étroit avec elles et eux, et avec d'autres associations. OIS, par exemple, aussi participe à cela. On les a d'ailleurs financés pour nous aider à rédiger les référentiels. Et on travaille avec tout le monde, on travaille avec les écoles et avec les écoles des différents réseaux aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit convaincu et que tout le monde soit partie prenante. Donc ce travail continue en dépit des circonstances un peu particulières. C'est pas l'idée que le monde politique va déterminer ce qui est à faire, mais il y a une concertation en interne et bon, on ne peut jamais contenter tout le monde. À un moment donné, j'imagine qu'il faudra trancher sur certains points. Au niveau de la labellisation, vous partez sur quelque chose qui serait vraiment contraignant et donc de dire si vous n'êtes pas labellisé, de toute façon, vous ne pouvez pas aller dans les écoles. C'est l'idée. Donc c'est vraiment, s'il y a une labellisation, c'est pour, il faut qu'elle ait un sens et qu'elle ait une utilité, donc c'est l'idée. Mais là-dessus, je ne pourrais pas donner des détails ni même vous dire où ça en est, puisque là, c'est vraiment la responsabilité de Caroline Désir. Mais ça fait partie, je l'ai dit, donc je l'ai même là, du plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a une fiche à ce sujet-là, donc on est d'accord sur le fait qu'on veut labelliser et que cette labellisation sera obligatoire. Et ça, c'est la question suivante, parce que c'est bien de mettre des règles. Est-ce qu'on va dégager des moyens pour contrôler ces règles, pour inspecter, pour le dire dans des termes très scolaires, mais est-ce qu'on va mettre en place un outil de contrôle? J'imagine que ce sera le cas, oui. Je ne sais pas nécessairement sous quelle forme ça prendra. Oui, ça peut être un observatoire ou quelque chose qui permet le monitoring, mais c'est quelque chose qui est prévu aussi dans s'il y a des règles, il doit y avoir des mécanismes. De nouveau, ce n'est pas pour vérifier ce que chacun fait dans chaque classe. D'ailleurs, on ne le fait pas en enseignement, ce n'est pas possible. Donc, on doit d'abord garantir les outils, c'est ce qu'on est en train de faire. Garantir les formations, ce qu'on est en train de faire aussi, et puis on va garantir la labellisation, et puis on la fera respecter. Et est-ce que tu sens, ou en tout cas est-ce que vous sentez avec tes collègues, des pressions de certains milieux plus conservateurs par rapport à ce qui va être intégré dans les VRAS ou sa généralisation? Est-ce qu'il y a encore des freins idéologiques? On les ressent sur le terrain? Donc, il y a eu les expériences passées qui étaient malheureuses. Aujourd'hui, dans les stratégies concertées, ça se passe bien. Et dans les stratégies concertées, les écoles, les partenaires du libre, les représentants des parents sont présents et ça se passe bien, on avance. Et il y a une demande, je dirais, il n'y a pas de freins qui sont mis au fait d'aller dans cette direction-là. En tout cas, je n'en ressens pas maintenant. Maintenant, on va voir. On verra quand les textes... Voilà, en tout cas, je pense que c'est vraiment important. Et on parle, on est à quelques jours de la journée des droits des femmes, mais on voit à quel point dans la société aussi ces débats prennent une place de plus en plus importante. Les questions d'égalité, aussi les questions d'identité personnelle, les questions du consentement. On le voit de plus en plus à quel point elles sont au centre de l'actualité. Donc, les questions de son destin personnel,
de pouvoir être qui on souhaite être, d'être maître de son corps, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Ce sont des questions qui sont de plus en plus présentes et je pense que tout le monde en est conscient. Voilà. Mais donc ça, ce serait sans doute les contenus prioritaires parce qu'il y a évidemment l'enjeu, on l'a dit, il y a l'enjeu budgétaire, mais il y a aussi l'enjeu de la place qu'on va accorder en fonction du temps. Une animation, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre une matinée, une journée. Enfin, donc, dans ces questions, par rapport au temps qu'on va pouvoir y consacrer, donc il faut faire des choix, puisqu'on va être limité. Dans cette question de la limitation du temps, donc, pour toi, il faudrait, dans un premier temps, est-ce que finalement, est-ce que ça doit coller à l'actualité? C'est-à-dire, est-ce que, voilà, on a une prise de conscience de certaines problématiques. Est-ce que c'est sur celle-là qu'on doit mettre l'accent prioritairement par rapport au temps qu'on a? Enfin, oui, mais donc c'est une question vraiment très difficile parce que toutes les 2 semaines, je suis interrogée à la COCOF par des députés qui me disent mais enfin, la question du consentement ou la question... le cyberharcèlement. Oui, par exemple... il peut y avoir, je sais pas, la question du choc toxique. Il y a plein de questions qui surgissent et qui surviennent dans l'actualité et dont on parle et dont on ne parlait pas avant. Et donc, je trouve que je suis aussi très contente que ces questions soient amenées au Parlement. Et on me dit, mais ça, il faudrait vraiment que ce soit la priorité et que tous les élèves qui ont les bras s'en parlent de cela. Et je dis, vous avez raison, c'est très important, il faut qu'on en parle et je suis convaincue de ça quand je le leur dis. Mais donc, sur une animation, je pense que le plus important, c'est d'être pertinent par rapport au groupe de jeunes qui est présent, de leur parler de quelque chose qui les concerne, qui les questionne, de les faire s'interroger sur une question. Parce que et d'entrer dans une démarche où ils savent réfléchir, soit pour eux-mêmes, soit ensemble, à une question qui n'est pas une question abstraite par rapport à eux. Je pense que le plus idiot, ce serait de parler d'un sujet qui ne les concerne pas ou qui ne les touche pas ou qui ne les... donc, et aussi en fonction de l'âge, évidemment. Donc, voilà, s'il n'y a qu'une seule animation, je ne peux pas dire, je pense que c'est trop difficile de dire quelle est la question la plus... la prioritaire. Oui, parce que du coup, on exclut toutes les autres. Donc, c'est un peu une question piège, du coup, mais en même temps, et tu me vois venir par rapport à l'espace qu'on laisse à l'EVRAS et à l'éducation, à toutes ces questions-là, puisque c'est une question que j'ai posée à tous les représentants politiques qui viennent ici. Il y a un débat actuel sur l'élargissement du cours de philosophie et citoyenneté à 2 heures dans l'enseignement officiel et son élargissement potentiel au libre. Alors, c'est que c'est un débat qui est renvoyé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'instant. Est-ce que finalement, l'élargissement et le fait de donner plus de place au cours de philosophie et citoyenneté, ce n'est pas une occasion aussi de laisser plus de place à l'EVRAS? De nouveau, donc, ce sont des questions qui peuvent être abordées à ce cours-là et je pense que c'est un cours qui est un peu spécial, qui est un peu différent des autres. Mais c'est un cours qui est donné par un prof et qui est donné dans un cadre... Donc, je pense que ce sera toujours bien qu'il y ait des animations EVRAS par des animateurs extérieurs. Et que ça, le cours de citoyenneté, qu'il soit d'1 heure ou 2 heures, ne remplacera pas ça. Alors, je te rejoins sur l'idée que c'est toujours intéressant d'avoir des intervenants extérieurs. L'idée telle qu'elle pourrait être présente, c'est que le cours de philosophie et citoyenneté a cette particularité de se questionner sur le monde qui nous entoure et sur la société. Exactement. Et donc, sur tous ces enjeux-là, ça pourrait être, quand je parle d'un espace-temps, pas nécessairement géré par le prof de philosophie et citoyenneté, mais que ce soit prévu finalement dans le programme de cette 2e heure que l'enseignant fait appel à des intervenants extérieurs. L'idée ici étant peut-être, ça peut paraître utopiste, mais de marquer dans le marbre, voilà, il y a cet espace-là et il est prévu, donc on ne peut plus, comme ça pouvait arriver dans certaines écoles, dire « Ah oui, mais bon, on va être en retard sur le programme, on va quand même pas consacrer une matinée à ça alors qu'il y a le C1D, etc. etc. » Et donc, effectivement, comme il y a toujours cette liberté dans les écoles, et la liberté pédagogique est quelque chose qu'il faut défendre, mais est-ce que le fait de finalement dire « Bon, mais sorry, ça fait partie du programme. Il faut qu'ils aient eu au moins une fois
par an, si possible. Enfin, on peut imaginer, plus il y en a, mieux c'est, mais c'est ça, tous les enseignants, et pour toutes les matières, on dira plus il y en a, mieux c'est. Est-ce que ça, c'est pas finalement une manière de mettre le pied dans la porte pour qu'il y ait une enfin, on staturiserait les VRAS comme partie prenante du programme. Je ne vais pas dire que je suis contre, ça veut dire ça augmenterait la possibilité pour les élèves d'y accéder. Donc oui. Et c'est vrai que le cours de citoyenneté est un cours où on amène les élèves à réfléchir et où il leur est permis de s'exprimer, de réfléchir de manière complètement différente des cours des disciplines des autres des disciplines entre guillemets. Donc c'est un cadre qui est plus propice à ces questions-là aussi. Donc oui, mais donc la question c'est il faut que ça touche tous les élèves. Donc voilà, on en revient à la question fondamentale qui est traitée au Parlement de la Communauté française pour l'instant. Et donc, à ton avis, ce serait intéressant d'élargir ou pas le CPC en termes de temps et en termes de réseau ou les deux. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un consensus politique pour dire que le cours de citoyenneté est un cours intéressant. Et donc, si on estime que c'est un cours intéressant, je trouve qu'il l'est pour tous les élèves. Et alors, 50 minutes, je pense que c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Oui, en tout cas, pour les ambitions que le cours s'est fixé, c'est difficile d'aborder des thématiques aussi complexes que celles du monde qui nous entoure en 50 minutes. Mais, puisque CPC, ça rime souvent pour beaucoup, tiens, ça nous permet de traiter l'actualité. Bon, on revient au fait qu'on approche du 8 mars, et c'est sans doute l'occasion, peut-être maintenant, de se concentrer un peu sur la question des violences faites aux femmes en particulier. Je feuilletais une étude de SOS Viol et d'Amnesty de 2019, donc qui ne date quand même que de 2 ans, donc qui est très récente, et on a du mal à penser que ça n'a pas empiré, ou qu'en tout cas, il n'y a pas de raison que ça se soit amélioré particulièrement depuis, mais donc c'était 2300 Belges âgés de 15 à 85 ans qui répondaient, et je ne vais pas citer toutes les conclusions parce que ce serait trop long et fastidieux, mais il y a quand même des chiffres qui sont extrêmement interpellants. On considère que, d'après cette étude, près de la moitié des Belges ont déjà été exposés au moins une fois à des formes de violences sexuelles, dont la moins grave était formuler des demandes répétées et insistantes à caractère sexuel, donc une forme de harcèlement. 48% des victimes ont été exposées pour la première fois à la violence sexuelle avant 19 ans, donc on est quand même sur la question des mineurs. Et donc, on estime, j'en prends quelques-unes, un tiers des jeunes pensent qu'il est normal d'insister pour avoir des rapports sexuels. On a un tiers des jeunes qui pensent qu'une personne qui ne dit pas explicitement non, ça ne peut pas être un viol. Un quart des jeunes pensent que si l'autre n'est pas sûr de savoir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, ça veut dire qu'il ou elle est d'accord. Voilà, mais par contre, un fait intéressant, oui, bon, il y avait encore un tiers des garçons pensent qu'ils ne peuvent pas être accusés de viol au sein d'un couple. Là aussi, il y a sans doute beaucoup de choses à déconstruire. Mais par contre, le point encourageant, c'est que 80% des jeunes francophones sont favorables à ce que les violences sexuelles soient abordées à l'école. Mais du coup, est-ce que cette étude est extrêmement interpellante, je trouve, pour pas dire plus. Est-ce que, du coup, puisqu'on fait moins bien que la moyenne européenne, semble-t-il, on l'a dit, on va insister sur ces questions-là. Comment est-ce que les formateurs vont être choisis par rapport à ça? Comment est-ce qu'ils vont être formés à ces enjeux-là? Et qui va les former? Est-ce que ce seront les centres de planning familiaux? Ce seront les intervenants externes qui se forment eux-mêmes? Ou est-ce qu'il y a l'ambition de développer carrément un programme de formation à ce niveau-là? Donc, c'est une étude totalement affligeante. Bon, après des millénaires de patriarcat, c'est pas complètement étonnant. Je veux dire, on se débarrasse pas de ça en quelques années. Donc, ça dit l'étendue du travail. Je trouve que ce serait insuffisant de dire que, donc je vais répondre à la question, mais qu'il n'y a que l'EVRAS qui va répondre à ça. Parce que derrière ça, il y a des questions d'égalité basiques. Je suis d'accord, par exemple, de dire que la question de la réflexion autour du consentement, c'est bien une question qui doit être abordée dans les animations EVRAS, c'est une question spécifique, mais elle peut aussi l'être ailleurs, bien entendu.
Et elle doit l'être, la question de l'égalité, ou même la question du respect des autres, de leur corps, de leur intégrité physique et psychique. En fait, les puéricultrices doivent apprendre, enfin, doivent en être les premières. Oui. Et puis les instituts, les puéricultrices et puériculteurs, c'est important de le dire parce que voilà, oui, si c'est là aussi que ça commence. Effectivement. Les instituts en maternelle, en primaire. Et là, peut-être qu'on pourrait aussi changer institut maternel. On parlait de patriarcat, mais c'est quand même étonnant d'appeler les instituteurs pour les plus jeunes maternels au lieu de dire préscolaire ou autre. Oui, mais on parlait de puéricultrice, mais on l'a intégré, même nous, dans le vocabulaire assez classique. De dire que, mais donc depuis le plus jeune âge, mais ça veut dire aussi, mais bon, ça c'est, est-ce que du coup, de manière générale, ça ne veut pas dire que donc tout le personnel éducatif, pour le dire au sens large, est-ce qu'il ne devrait pas être sensibilisé à ces questions-là et formé à ces questions-là? De dire, il faudrait former tous les profs. Pas spécialement à l'Evras, je dirais, ou à des animations de nature Evras, mais à l'égalité, certainement. Il y a plein de biais, il y a plein d'études qui démontrent à quel point, sans le vouloir, dans la majorité des cas, les enseignants, même dans l'énorme majorité des cas, je dirais, je ne crois pas, ou alors c'est peut-être un peu plus des enseignants, quelqu'un qui fait exprès de discriminer. On donne la parole plus facilement aux garçons, que quand on donne pour les petits, certains jeux plutôt aux garçons plutôt les manuels scolaires, il y a des études édifiantes et affligeantes sur la représentation des hommes, des stéréotypes, et même de la diversité, des personnes âgées, etc. Dans les manuels scolaires, c'est affligeant. Je veux dire, quand on a une étude approfondie sur l'ensemble des manuels qui sont utilisés, y compris des manuels labellisés par la communauté française, il y a un travail énorme à faire. Donc au niveau, mais tu connais ça mieux que moi, je pense, de la formation des enseignants, il y a du travail à faire pour déconstruire les stéréotypes et pour se comporter comme un enseignant qui ne véhicule pas des stéréotypes. C'est pas simple, parce qu'on véhicule tous, on en véhicule tous parce qu'on a tous été éduqués d'une certaine manière. Effectivement, mais c'est vrai que c'est un enjeu, mais c'est bien qu'on l'aborde parce que cette question des stéréotypes de genre et des violences que ça génère, en fait, enfin, de genre et des stéréotypes liés à la diversité, de toute façon, c'est un enjeu. Et c'est vrai que sans doute que dans la formation initiale des enseignants, bon, qui est sur la table pour l'instant pour être réformée, c'est sans doute en fait, la place de la question des valeurs dans l'enseignement, en fait, de manière fondamentale, est très peu présente. Et donc, c'est sans doute aussi à ce moment-là où on a, à un moment donné, c'était une question et une réflexion avec Caroline Désir, qui est ministre de l'Éducation. Et j'ai souvent entendu beaucoup de mes collègues dire « Moi, je ne suis pas là pour éduquer, je suis là pour transmettre des savoirs et des matières », alors qu'on a oublié ce rôle d'éducation de l'école en termes de valeurs et de cadres de valeurs que ça peut permettre, notamment sur la question de la non-discrimination, où on est effectivement tous et toutes enfermés dans des biais, et que le monde qui nous entoure fait qu'on reproduit parfois machinalement et sans même penser à mal à ce niveau-là. Mais ça m'amène de nouveau à la question principale. Former des milliers d'enseignants à ces questions-là, on sait qu'il y a une place pour les valeurs qui est accordée dans les cursus de formation, puis il y a la formation à la neutralité qui est quand même censée aborder cela, mais sur une formation, c'est quand même très peu d'heures qui sont consacrées à ça. Est-ce qu'on aura les moyens et les budgets finalement de former ou de reformer, ou on utilise souvent ce terme recycler les profs qui étaient en congé, parce que enfin les élèves en congé parce que les profs étaient en recyclage. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez mettre sur la table de manière plus globale par la suite? Parce qu'évidemment, si il y a une animation Evras qui est faite et que dans la foulée, le prof qui reprend le groupe après refait exactement le contraire, ce sera contre-productif. Je pense que la réforme... Donc je me suis occupée de ces questions-là pendant plusieurs années jusqu'à 2019. L'allongement de la formation des enseignants, c'est pas juste de dire qu'on va mettre une année de plus. Voilà. Donc il y a vraiment une question aussi de à quoi sert cette année en plus, et de revoir l'ensemble du contenu. Et puis de créer une base aussi pour l'ensemble des enseignants, qu'ils soient des enseignants, enfin de créer un corps enseignant en fait, qu'ils soient des enseignants
de maternelle, de préscolaire, même préscolaire. Oui, c'est ça. Il c'est faudrait pas, trouver c'est pas terrible. C'est jardin d'enfants, Ouais, j'adore jardin d'enfants. Et puis de primaire ou de secondaire. Et je pense que ces questions aussi de donner des outils pédagogiques en lien avec notre temps. On est dans un monde aussi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qui est de plus en plus, on est l'exemple aujourd'hui, informatisé, digitalisé, et les enfants, nos enfants vivront dans un monde voilà, je suis née dans les années 80, c'est un monde complètement différent, celui dans lequel mes filles sont en train de grandir. Et donc là, je pense qu'il faut saisir l'occasion de la réforme de la formation initiale pour aussi revoir les contenus, revoir le cursus et revoir les pédagogies. Alors, effectivement, c'est un enjeu certainement de cette réforme. Et alors, de manière plus large, puisqu'on parlait préscolaire, primaire, la crèche, est-ce qu'on ne devrait pas intégrer ça aussi dans l'enseignement supérieur et universitaire, mais pas uniquement pour ceux qui forment des profs? On a vu, il y a eu un certain nombre de campagnes, en tout cas ici à l'ULB, sur la question des violences à l'égard des femmes, sur la question du consentement. Bon, on sait que les soirées étudiantes peuvent être alcoolisées, il peut y avoir il y a eu des excès. Est-ce que finalement cette EVRAS ne doit pas être présente aussi au niveau supérieur et au niveau universitaire, et alors aussi même plus largement dans l'éducation permanente auprès des adultes? Oui, bien sûr. Et donc dans le plan de lutte contre les violences faites aux femmes, il y a la question des EVRAS. Et les EVRAS, d'ailleurs, c'est l'école, c'est pas que l'école. On veut aussi toucher les mouvements de jeunesse, enfin tous les lieux où les jeunes ou les enfants peuvent se rassembler. Et donc le supérieur, bien sûr aussi. Et il y a la question de donner des outils pour s'informer, pour être informé. Mais donc il y a tout le rôle des plannings qui concerne lui oui, l'ensemble de la population, et qui peut toucher l'ensemble de la population, et puis y compris les étudiants. Et d'ailleurs, on vient de renforcer l'offre entre guillemets de planning à l'ULB avec un nouveau planning à Erasme. Donc ça, c'est aussi un outil qui est là à disposition des étudiants de manière, c'est-à-dire qu'on peut y aller, on peut aller à aimer à l'ULB, mais aimer à l'ULB est aussi présent pour les étudiants. Alors, effectivement, il y a toute cette offre qui est évidemment tout à fait nécessaire et que l'UAE a souvent soutenu aussi dans ces initiatives-là. Je me posais la question, du coup, bon, on sait qu'il y a, et on l'a vu ici avec les aides sociales pour les étudiants en difficulté, qu'il y a un phénomène que les anglo-saxons appellent le non-take-up ou non-take-off, je ne sais plus, mais qui est que certaines personnes, et souvent d'ailleurs les plus fragilisées, n'ont pas recours à des services qui leur sont proposés. Oui. Est-ce qu'il y a une démarche proactive qui est prévue à cet égard pour les étudiants ou pour les jeunes adultes ou même pour les adultes de manière générale, ou est-ce qu'on va continuer à fonctionner sur l'offre de services? Elle est là. Est-ce qu'il y a une démarche proactive? Non, il y a aussi des démarches proactives dans la mesure des moyens dont on dispose et il faut toucher c'est-à-dire que il faut trouver des lieux où on touche les gens. Donc c'est tout le travail, ce travail d'outreach, comme on dit, donc pour utiliser encore un mot en beau français, pour effectivement arriver à toucher les personnes là où elles sont. Mais donc, ce que fait par exemple Modus Fiesta sur une question, sur la question des drogues, en étant présent, voilà, être présent là où se trouvent les personnes pour leur donner des informations, c'est aussi des démarches qu'on met en place en promotion de la santé. Et il y a du travail. Oui, absolument. Eh bien, Barbara Tract, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et finalement sur un calendrier qu'on peut qualifier d'optimiste. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ça peut avancer et que les freins n'ont pas l'air trop nombreux pour pouvoir avancer. Je vais en profiter maintenant pour prendre les questions du public qui nous suit. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et alors, il y a une question qui est posée.
que signifie pratiquement être loyal vis-à-vis de l'EVRAS, c'est ce que tu avais dit, et il est demandé par la personne qui nous suit, est-ce qu'il existe un texte document de référence qui serait disponible publiquement? Et donc, il n'en existe pas encore, comme j'ai dit, on est vraiment dans une phase de... Je dirais, les animations EVRAS étaient éparses. Et désormais, on essaie d'y mettre de l'ordre avec le cadastre, avec les catalogues, avec des référentiels, avec la labellisation qui va arriver et avec les formations auxquelles on est en train de travailler. Et donc, j'ai dit être loyal EVRAS pour vous dire la philosophie dans laquelle on sera, l'idée qu'on a. Est-ce qu'on va faire... on va pas faire un serment de l'EVRAS, quoi. Je veux dire, j'imagine pas, mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire, il y aura un référentiel et il faudra que les animateurs EVRAS soient fidèles à ce référentiel. Mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce que c'est ce qu'on est en train de construire. Alors, je vais rebondir aussi sur cette question du référentiel finalement, puisqu'il y a un certain nombre de partenaires extérieurs qui seront labellisés, on l'a dit, au niveau du cadastre. Est-ce que c'est un choix qui a été posé? Tu nous as dit que ça avait pris du temps de dire qui va le donner pour finalement pencher sur les intervenants extérieurs. Est-ce que c'est destiné à ce que ce ne soit que des intervenants extérieurs? Ou est-ce que potentiellement, il pourrait y avoir aussi au sein de l'école des référents sur ces questions-là? Donc aujourd'hui, les centres PMS ou les PSE peuvent le faire. Donc, pas de raison qu'on dise qu'on les en exclut. Oui, c'est ça. Donc, ça pourrait continuer à être fait de manière tout à fait conjointe avec ce qui existe déjà. Ce qui est important, c'est un espace de parole libre. Hein, et donc, la relation d'autorité ou évaluatrice, en tout cas, qu'il y a entre un enseignant et les élèves, c'est pas l'idéal dans ce qu'on veut faire de l'EVRAS, quoi, dans une animation EVRAS. Effectivement. Mais du coup, en termes idéal, puisque c'est on avance petit à petit et pas à pas. Quel temps il faudrait consacrer mais je sais que c'est une question un peu absurde, mais vous êtes les politiques, vous finalement aux commandes, même si vous négociez parce que vous n'êtes pas tout seul, mais dans l'idéal, si tu devais déterminer toi maintenant, ben moi je dois préparer le programme et je dois lui consacrer une place par rapport à une grille horaire, combien de temps je lui consacrerais tout au long du parcours scolaire, puisque l'idée c'est que ça commence le plus tôt possible? Dans l'idéal, hein, parce que donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est généraliser. Quand on dit généraliser, c'est que chaque élève puisse bénéficier d'une animation au cours de sa scolarité. Évidemment que c'est pas du tout, que c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut venir très tôt avec ces questions-là. Donc, je pense qu'en maternelle, au jardin d'enfants, préscolaire, il faudrait déjà qu'il y en ait une. Il y a des outils pour. Le CAL avait développé un outil très chouette. Par exemple. Puis je sais pas, peut-être 2 en primaire et 2 en secondaire, je dirais. Enfin, pour donner un chiffre, quoi. Oui, c'est ça. Pour dire ça devrait quand même venir assez régulièrement parce que les enfants, en fait, ils grandissent très vite. Et donc, on s'adresse à eux différemment. Mais c'est bien qu'on vienne régulièrement leur parler de ça. Oui, ce serait ça l'idée de pouvoir se dire, moi je prends mon expérience personnelle, il y a eu une animation dans mon parcours et dans mes 12 ans à l'école, donnée par un planning familial, mais c'est effectivement sans doute aussi par rapport à l'importance qu'on lui accorde, c'est de lui accorder une réelle place. Alors, je me doute bien aussi que c'est des questions qu'on se pose toujours quand on met en place des nouveaux objectifs. Comment est-ce que vous allez les évaluer? Comment est-ce que vous allez évaluer que vous avez atteint les objectifs ou que les formations atteignent leurs objectifs? Vous avez réfléchi à ça? Oui, donc oui, mais donc quand on labellise ou quand on finance des acteurs extérieurs, ils doivent nous rendre des comptes. Enfin, c'est un mot qui est peut-être un peu lourd mais c'est logique. Les plannings, ils nous disent combien d'activités ils font avec les financements qu'on leur offre et qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc il y aura une forme de reporting, quoi. Mais donc ça, c'est en termes de nombre et en termes de quantité, mais je veux dire, en termes d'objectifs plus pédagogiques, est-ce que vous avez prévu de refaire des enquêtes du style de celles que SOS Viol ou Amnesty ont fait en disant, tiens, en 2019,
sur cette population-là, il y avait autant qui pensaient comme ça, et d'essayer de voir l'évolution du changement des mentalités, ou enfin, en tout cas sur les questions problématiques comme le consentement, par exemple? Oui, mais donc enfin, j'imagine que soit nous, soit des intervenants extérieurs le feront toujours. Je ne suis pas défaitiste par rapport à ça, donc d'abord, je ne pense pas que l'Evras pourra à elle seule, même avec 2 animations en primaire, répondre à toutes ces questions-là. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on mesurera l'impact des animations Evras sur la question. Et je dis, le patriarcat est encore tellement ancré que, alors il faudrait faire de l'Evras tout le temps, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est parce que quand on parlait de l'idéal, je me posais la question vraiment en réfléchissant, est-ce qu'on parle de la question des valeurs et de la place des valeurs à l'école, et où pendant tout un temps, elle a finalement été mise complètement de côté, parce que ce qui est important, c'est la matière, c'est le fait d'avoir bien emmagasiné le programme du cours de français, le programme du cours de maths, etc. Et on avait les cours importants, hein, et les cours qui sont considérés comme l'étant moins. Ce sera d'ailleurs intéressant de voir comment le cours de philosophie et citoyenneté se fait une place comme un cours important et pas comme un cours secondaire dans le cursus. Et ça, c'est au sein du monde enseignant, mais c'est aussi valable pour les parents et de comment est-ce qu'on conçoit ce rapport-là. Mais du coup, est-ce que finalement, en disant est-ce que l'Evras, dans ce que ça apporte quand même quelque chose d'extrêmement positif sur la question des relations, on va le mettre de manière très très générale, des relations entre les jeunes et des relations entre les gens, est-ce qu'en fait, finalement, il ne faudrait pas l'avoir une fois par semaine? Si on voulait vraiment atteindre les objectifs. Peut-être pas en tant qu'animation, en tant que telle. Non, je pense que ce serait un peu trop en tant qu'animation, en tant que telle. Mais plus souvent, beaucoup plus souvent que ce que je dis. Je veux dire, quand j'ai dit 2 en primaire, 2 en secondaire, c'est parce que je pense encore au budget. Oui, oui, évidemment. Donc ça devrait être plus souvent que ça. Une fois par semaine, je pense que ce serait sans doute trop. Mais dans un monde idéal, la question de l'égalité, du consentement, du respect des uns et des autres, je veux dire, ça se passe aussi dans les cours, oui. les autres cours, ou dans des cours entre guillemets plus critiques, comme par exemple le cours d'éducation physique, je veux dire, où la question du corps, etc., est présente. Oui, est très présente, et singulièrement à l'adolescence. Donc, je veux dire, c'est tout qui doit, en fait, tout doit avancer en même temps. Oui, donc c'est vraiment quelque chose qui doit s'intégrer dans le projet pédagogique des écoles et finalement et de la formation des enseignants. Voilà, et des pouvoirs organisateurs, finalement, d'en faire aussi une priorité. Alors, on a une question. À l'instar des réunions non mixtes qui ont parfois leur intérêt, quel rapport à la mixité pour les séances d'Evras chez les enfants, les jeunes et les jeunes adultes? Est-ce que... Donc moi, je pense qu'elles doivent... je pense que la mixité doit être identique à l'école, en fait. Donc, je pense qu'on doit arriver à faire parler les élèves ensemble, tous ensemble. Maintenant, donc, je suis sensible à la question de quand on est une minorité et qu'on est une minorité discriminée, d'avoir des safe space je ne suis pas sensible, je trouve que c'est parfaitement normal et donc je trouve que ça devrait être possible aussi pour la question de l'Evras, qu'on devrait pouvoir offrir ça en plus peut-être, mais je veux dire globalement je pense que c'est bien que dans les classes tout le monde puisse parler avec tout le monde de ces questions-là. Alors, d'où l'intérêt, évidemment, d'avoir potentiellement un dialogue entre ce qui pourrait se faire en classe, par exemple au cours de philosophie citoyenneté, et des animations qui permettent peut-être de changer le cadre. Je reprends mon expérience personnelle. Je me souviens que c'était la question nous avait été posée par les animateurs en disant est-ce que vous voulez le faire tous ensemble, tous les élèves, ou est-ce que les filles et les garçons veulent le faire séparément? Et j'ai le souvenir que les garçons étaient plutôt pour on fait ça tous ensemble, que les filles... Certaines disaient oui, tous ensemble. Et puis, il y a certaines filles qui ont préféré que ça se fasse en non-mixité, puisque c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui. Et l'animation s'est faite en non-mixité. Donc, et ça s'est très bien passé. Et ça a permis, dans les deux groupes, en tout cas des échos qu'on a eu après, une certaine libération de la parole par rapport, en fait, d'une certaine façon, de nouveau, à ce que la société nous impose comme stéréotype, mais qui soit... en termes de virilité pour les garçons ou du rapport à la féminité pour
pour les filles. Donc, effectivement, là, l'idée serait peut-être, enfin, j'imagine que ce soit en fonction des animations et des professionnels de l'action de déterminer comment ils le font. Et bon, évidemment, avec la crainte que ça puisse générer des dérives potentielles. C'est toujours difficile hein, dans un groupe d'identifier qui c'est celui qui décide la méthode. Hein. Parce que si c'est le dominant qui détermine la méthode, alors on ne gagne rien en ayant laissé le groupe la choisir. Oui, c'est ça. Donc je trouve qu'il faut pouvoir offrir les deux et écouter être particulièrement attentif à ce que la minorité ou ceux ou celles qui sont discriminés vont demander. Alors à l'adolescence, il y a des questions qui se posent où c'est parfaitement normal et compréhensible et parce que c'est gênant pour les personnes qui l'expriment, de pouvoir l'exprimer dans un lieu où elles sont à l'aise, où ces personnes sont à l'aise, quoi. Mais donc ça, l'école doit pouvoir le permettre. Je veux dire, le PMS, normalement, c'est quand même un lieu où... le PMS doit être un lieu où la porte est ouverte. Enfin, la porte est ouverte, c'est-à-dire où on se sent accueilli. Évidemment que quand on dit la porte est fermée. Oui. mais où... que ça garantit un espace de confiance où les gens peuvent s'exprimer. Donc, effectivement, il n'y a pas d'exclusif sur ce caractère, en tout cas pour des animations externes. Maintenant, sur la mixité dans les classes, ça c'est la règle scolaire qui s'applique. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je vais encore te remercier pour d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, avec plaisir. Voilà, c'est toujours agréable de pouvoir aller un peu au fond des questions et surtout d'enjeux de société aussi importants. Donc, j'espère qu'on pourra se revoir dans des circonstances un peu plus avec plaisir. avec les membres de l'Union et peut-être pour d'autres enjeux de la législature. Donc, encore merci. Et quant à vous qui nous suivez, je vous remercie aussi pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une rencontre avec Muriel Moser, donc, qui est professeure ici à l'Université libre de Bruxelles autour de la vaccination, des enjeux sociétaux et les fondements biologiques. Et cette rencontre sera animée par la vice-présidente de l'UAE, Coralie Haine. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour nos prochaines activités.